Bonjour à tous et bienvenue sur l'espace du CFEI. Ça y est, dernière conférence de cette première journée. On accueille l'entreprise OnePoint. La conférence est la suivante: intégration sécurisée du cloud public pour des usages industriels. Je vous prie d'accueillir Anthony et Benjamin, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, on va vous parler du cloud. On a compris que le cloud, c'était le thème de l'événement. Donc, je pense qu'on est bien. Intégration sécurisée. Alors, je vais juste mettre la souris là. Donc, merci pour cette introduction. Pourquoi le move to cloud? Pourquoi cette démarche? Quand on est un industriel, clairement aujourd'hui, on a des enjeux. On le voit dans le contexte actuel, post-Covid, une situation géopolitique compliquée, et en même temps, des enjeux de réindustrialisation de la France, de l'Europe. Et il faut être efficace, il faut moderniser ses installations et ses processus dans une logique d'améliorer la productivité, la rentabilité. Le Move to Cloud peut être un levier pour ça. Donc plusieurs éléments qui viennent le confirmer. Le Move to Cloud, on y va pour être en capacité d'automatiser, d'optimiser les opérations, parce qu'on va être en capacité de déployer des nouvelles technologies telles que l'IoT ou l'IA. Et là, pour le coup, le cloud est un vrai accélérateur. Pourquoi on va aller dans le cloud? Ça peut être aussi dans une logique de réduction de l'empreinte IT qu'on peut avoir sur nos sites industriels. Ça peut être un driver, ce n'est pas l'unique. Le cloud, ça peut aussi permettre d'être dans des postures où on va pouvoir finalement répondre à des besoins clients qui peuvent être assez changeants. On peut réorganiser sa production avec des logiques d'approche de type plug and produce. Et le fait de pouvoir activer des nouvelles applicatifs qui vont supporter des processus industriels qui eux-mêmes vont s'adapter assez rapidement, c'est vraiment un accélérateur. Et enfin, aujourd'hui, je ne peux pas ne pas évoquer la transition vers l'industrie 4.0. On y est déjà pour certains acteurs. On parle d'industrie 5.0 d'ailleurs. L'idée, c'est d'utiliser le cloud pour capitaliser sur toutes les données qu'on génère dans les sites industriels, pour les valoriser et quelque part améliorer la prise de décision. Et ça, avec le cloud, finalement, on peut accélérer et répondre présent sur tous ces éléments. Alors le cloud, l'idée pour un industriel, c'est ça peut être, comment dire, ça peut faire peur. Et ça se comprend, parce qu'il va falloir aussi repenser la problématique de sécurité. Ce n'est pas le tout de vouloir aller dans le cloud, il faut aussi être accueillant. Il faut accueillir des processus critiques. Et pour ça, finalement, on va devoir repenser, être dans un nouveau mindset, parce que la surface d'attaque va être étendue. On va avoir une plus grande exposition entre des assets qui sont sur un seul site industriel. On va s'ouvrir davantage. Parce que le cloud, c'est complexe, ça nécessite d'avoir une pratique de sécurité qui soit renforcée et exigeante. Et parce qu'on va basculer dans des modes de fonctionnement hybrides, avec des architectures assez distribuées, qui vont impliquer de facto de repenser les modèles. Alors je m'arrête quelques instants sur à quoi on est exposé. J'ai rien inventé, c'est le top 10 du Cloud Security Alliance. C'est les risques les plus importants. Donc aller vers le cloud quand je suis un industriel, il faut que j'ai conscience de tout ça. Le point commun d'un certain nombre de ces risques, on s'aperçoit finalement que ça tourne pour beaucoup autour du management, des process, de la gouvernance, des process de sécurité en fait, et pas forcément uniquement que de la sécurité en elle-même. Alors certes oui, il y a des sujets autour de la sécurité du design, des choix d'implémentation, mais on a beaucoup de risques qui sont avérés, qui sont générés par des problématiques de gestion des configurations, gestion des credentials, gestion des services de sécurité dans son ensemble en fait. Donc il y a un vrai sujet autour de la gouvernance qu'on va mettre en œuvre pour soutenir et maintenir finalement un niveau de sécurité. Donc voilà, ça c'est un point commun qu'on retrouve dans un certain nombre de ces risques. Alors, pour pouvoir mettre en place une démarche, on va dire, efficace du Move to Cloud, on a jugé bon de s'attarder sur 3 volets. Le premier, c'est quoi ma stratégie? Critères d'éligibilité, stratégie de migration, ça se prépare, ça s'anticipe. Ensuite, c'est comment on va désécuriser le cloud, qu'est-ce qu'on va mettre en place du point de vue technique et quelle gouvernance. Et enfin, c'est un changement pour les équipes IT, mais aussi pour les équipes industrielles,
Et donc, il y a aussi un sujet autour de la conduite du changement. Donc, j'ai évoqué l'éligibilité au cloud et la stratégie de migration. Alors, il est important de définir des règles quand on veut migrer une application. Ces règles, on en a retenu trois grands critères. Le premier, c'est la confidentialité. On a des critères de classification dans l'entreprise. Elles s'appliquent sur des périmètres industriels. Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a des innovations? Il y a un niveau de classification. Il faut qu'on intègre ce paradigme dans la façon dont on va choisir quelle application peut aller dans le cloud. Il faut se poser ces questions. Deuxième critère concerne finalement le niveau d'intégration qu'a l'application dans l'écosystème du site industriel. Est-ce que cette migration ne va pas générer demain des problématiques nouvelles, structurantes, d'architecture? On va rendre complexes les choses. Sujet de connectivité. Est-ce que mon site est suffisamment mature? Est-ce que j'ai bien les bases techniques pour supporter cette migration de cette application? Pensez aux utilisateurs, aux opérateurs qui sont sur site et qui vont avoir besoin d'accès demain, à des mainteneurs, à des opérateurs. Donc ça, c'est un point à prendre en considération dans la manière dont on va décider si oui ou non une application doit partir dans le cloud. Enfin, il y a des contraintes réglementaires qui peuvent s'appliquer. Et ça va dépendre des secteurs, bien évidemment, autour des sujets de souveraineté, d'export contrôle. Et puis, finalement, le dernier critère, je finis par lui, c'est presque un des plus importants, c'est la criticité du processus métier qui est impacté par cette migration. Est-ce que l'application, dans la chaîne de valeur métier, le fait de l'exposer à des risques, est-ce qu'on va accepter ce risque? Quels sont les impacts? Donc là, il y a des vrais critères à définir et des choix qu'il faut assumer. Il faut définir les règles du jeu, qu'elles soient connues, et surtout qu'on en assure une bonne communication. Ces règles du jeu doivent être, c'est pas juste la sécurité qui donne son avis, mais c'est des règles du jeu qui sont sponsorisées au plus haut niveau de l'entreprise. Et on établit ces règles du jeu avant de partir dans la démarche, pour éviter toute ambiguïté le jour où on déploie ou une remise en cause de l'orientation. Donc ça, c'est important que ce soit communiqué au plus haut niveau. Donc ça, c'est un des piliers forts quand on démarre une démarche de ce type. Et puis après, quand on va mettre en œuvre la migration, il va y avoir plusieurs scénarios qui s'offrent à nous. Quand on va faire le recensement des applicatifs sur nos usines, plusieurs possibilités. L'approche lift and shift, l'approche de replatforming et l'approche de rebuild. Alors les trois ont des intérêts, on va s'y attarder. Le lift and shift, globalement, voilà, on migre une application telle qu'elle, on ne remet pas en cause son design. Ça peut être intéressant dans une logique de réduction de l'empreinte IT au niveau de l'usine. Mais on va s'apercevoir, notamment parce que certaines applications peuvent être obsolètes, que ce n'est pas forcément viable et que pour passer à l'échelle, ça peut être un vrai frein aussi d'être uniquement dans cette approche. Comme je l'avais évoqué au début, on a un enjeu de modernisation de notre parc industriel. Et donc dans cette logique de modernisation, il faut peut-être aller un cran plus loin. Le replatforming, c'est peut-être une rustine vis-à-vis du lift and shift. On va upgrader des OS ou des middleware pour autoriser la migration de l'application. On va le faire uniquement si, in fine, le niveau de l'application, il est au bon niveau de sécurité, si les fonctions basiques de sécurité sont présentes, si la sécurité des interfaces et des protocoles nous permettent d'avoir une sécurité de bout en bout. Ce n'est pas toujours le cas. Que ce soit des applications qu'on a développées nous-mêmes ou que ce soit des applications tierces, la question du rebuild peut alors se poser pour justement permettre d'avoir continuité l'approche de sécurité de bout en bout. Et donc le rebuild est là aussi pour pallier à des problématiques de sécurité, mais aussi lié à des enjeux de modernisation. C'est quand même la première priorité si on va vers ce cloud. Derrière le rebuild, deux approches. Approche monocloud, approche multi-cloud avec des conteneurs. Ça peut avoir son intérêt, le multi-cloud, pour des enjeux de résilience. Mais in fine, le rebuild, c'est ce qui va permettre de tirer qui va tirer parti de tous les bénéfices du cloud. On va utiliser les fonctions natives, on va rendre des applications plus efficaces et on va pouvoir automatiser davantage. Donc ça, c'est, on va dire que ce troisième scénario, pour nous, c'est celui qui devrait être celui avec lequel on pense la stratégie cloud. Le rebuild d'application. On ne se lance pas dans un move to cloud si on n'a pas une volonté de moderniser et de repenser les applicatifs. Si c'est uniquement pour gérer, on va dire, une empreinte IT locale, c'est viable court terme, ça permet de faire des réductions. On peut défendre ça auprès de ses financiers, mais sur le long terme, ce n'est pas une bonne stratégie industrielle. Alors après, on va avoir aussi une logique de coexistence hybride. Probablement qu'une application
dans son architecture, elle va s'appuyer sur des briques qui vont être dans le cloud, d'autres qui vont rester sur le site, et que la migration va peut-être être progressive. Donc ça, il faut l'anticiper, notamment dans la phase de planification. Encore une fois, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que la migration ne doit pas entraîner une dégradation de niveau de sécurité. Ça, c'est le leitmotiv. Dégradation de niveau de sécurité de l'applicatif, évidemment, mais que ça ne mette pas en péril l'entreprise derrière, l'usine et l'entreprise plus globalement. Alors, j'ai évoqué les critères et des éléments de stratégie. Pour rendre possible l'accueil de ces applications, il va être important de regarder comment on sécurise l'environnement. Et là, je vais laisser la main à Benjamin. Benjamin. Merci beaucoup. Donc, bonjour, Benjamin Féby, je suis leader cybersécurité chez OnePoint et je suis ravi de faire cette présentation ici aujourd'hui avec vous. On va parler ensemble de l'axe de déploiement de sécurité dans le cloud et de la conduite du changement. Ce qui est important, c'est qu'ici, on va vous partager certains retours d'expérience que nous avons eus chez nos clients industriels et qui ont été des réussites dans leur stratégie sécurisée de déploiement cloud. On va se concentrer sur 5 axes. D'abord, les orientations de sécurité, les politiques, les standards, le modèle organisationnel de transformation, la sécurisation de la landing zone et enfin le maintien de l'ISP. Le premier élément concerne les orientations de sécurité. Ça va devenir vraiment les piliers de la sécurisation de vos environnements cloud. Il s'agit ici de répondre aux questions principales et aux questions qui vont orienter votre stratégie de déploiement dans le cloud. Il y a de nombreuses questions qui vont devoir se poser. Ici, on a décidé de se concentrer sur 2 questions. La première, comment limiter les risques liés à l'exposition lorsqu'une partie de votre SI est sur Internet. Donc, c'est peut-être le point crucial du cloud. Vous allez externaliser une partie de votre système d'information sur l'Internet. Comment faire pour maîtriser ça? Et là-dessus, nous, ce qu'on a vu dans les différents clients industriels, c'est qu'il y avait 2 approches qui étaient retenues. La première approche consistait déjà à établir un lien sécurisé et dédié entre les environnements du SI Legacy et les environnements de cloud public. Ainsi, l'ensemble du flux qui passe entre le SI Legacy et le cloud public n'est pas exposé sur Internet. La deuxième approche, et ça c'est un des fonctionnements du cloud public, ce n'est pas parce que c'est un environnement qui est exposé sur Internet qu'il est nécessaire d'exposer l'ensemble des services de l'entreprise sur Internet. Il est ainsi possible d'établir des règles de sécurité et des rails de sécurité qui vont permettre de limiter l'exposition des différents services. Et d'ailleurs, quand on travaille dans la sécurité du cloud, une grande partie de notre activité consiste à établir ces règles de sécurité, à limiter le taux d'exposition. Deuxième orientation fondamentale concerne l'autonomie des projets. Un des objectifs du cloud est de laisser plus d'autonomie à vos équipes projets pour qu'ils puissent moderniser leur application et accélérer leur delivery de projets. Donc, par contre, il faut répondre à une problématique. Comment pouvons-nous donner plus d'autonomie aux projets tout en garantissant un niveau de sécurité optimal? Là-dessus, ce que nous avons constaté, c'était également 2 approches principales. Une première approche d'autonomisation des projets. Nous allons donner un maximum d'autonomie du projet. Par contre, les équipes sécurité seront en charge de sécuriser la landing zone et d'établir des règles en amont qui vont permettre de limiter le champ des possibles sur les environnements cloud. Deuxième possibilité, centraliser les déploiements du cloud sur une équipe experte qui va maîtriser l'ensemble des tenants et aboutissants en termes de sécurité pour garantir ce déploiement. Il y a bien évidemment d'autres thématiques qu'il est important de définir en amont, comme comment allez-vous définir l'organisation de vos accounts avec des environnements de développement, de pré-production, de production et quelles vont être les règles associées à ces différents environnements. Des problématiques de supervision, comment allez-vous superviser vos environnements dans le cloud? Serait-ce une supervision dédiée qui va être réalisée par les équipes cloud ou est-ce que ça va être externalisé à vos équipes SOC et SIEM? Et aussi le niveau d'intégration de votre SI. Allez-vous coupler votre SI avec le cloud provider public ou allez-vous faire une intégration, on va dire, partielle ou sur certaines zones qui vont être autorisées? Une fois que vous avez défini les grands principes directeurs de sécurité, il est nécessaire de s'atteler aux standards et aux politiques. C'est ici les fondations de votre modèle de sécurité qui va consister à construire votre PSSI Cloud. La PSSI Cloud sera un ensemble de politiques, de standards ou de normes techniques qui devront structurer votre approche vis-à-vis du cloud sécurisé. Vous allez retrouver 3 grandes possibilités. Possibilité numéro 1,
La PSSI du cloud et les règles de sécurité que vous avez dans le cloud sont identiques à celles de votre monde legacy. Par exemple, on va retrouver beaucoup de règles et de principes qui sont liés au processus. Le processus de sécurité dans les projets, le processus de gestion des incidents, voire des règles de durcissement, par exemple de virtual machine. Le deuxième point concerne l'adaptation des standards. En effet, de nombreux sujets abordés par vos PSSI groupes vont être modifiés et vont devoir être adaptés aux possibilités apportées par le cloud. Je pense par exemple au chiffrement. Donc, quand on fait du chiffrement, sur le cloud, les cloud providers publics vont apporter de nombreuses capacités natives de chiffrement basées sur les autorités de certification du cloud provider. Et il est nécessaire d'adapter vos PSSI à ces cas d'usage-là. Autre point, tout ce qui est segmentation, ségrégation réseau. Là, pareil, le cloud ne vient pas modifier en profondeur ces aspects-là, mais vient apporter de nouvelles problématiques. Par exemple, dans le cloud public, on ne va pas gérer des VLAN avec des IP. On va aussi devoir gérer un certain nombre de nouveaux services, comme des services managés, qui sont par essence disponibles sur Internet et mutualisés. Enfin, le dernier sujet concerne l'évolution des politiques, c'est-à-dire les nouvelles politiques de sécurité qu'il va falloir mettre en place et qu'il sera nécessaire de définir pour la mise en place de vos environnements cloud publics. Un point fondamental dans le cloud public, c'est tout ce qui est déploiement de la pipeline et déploiement des CI/CD. Ainsi, il est nécessaire d'établir des standards, des règles de sécurité pour la sécurisation de ces pipelines CI/CD pour le déploiement. Et on peut aussi rajouter de nouvelles règles, comme l'activation des services cloud, qui est quelque chose de tout à fait nouveau dans ce type d'environnement. Le troisième pan, en termes de déploiement opérationnel, consiste à définir une gouvernance. Alors là-dessus, il n'y a pas de modèle, cible. Nous, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a reproduit un modèle que nous avons rencontré chez un de nos clients et qui permettait à la fois de délivrer de la valeur pour les projets, tout en sécurisant la plateforme. Ce modèle est constitué avec 4 parties prenantes. La première partie prenante, ce sont les équipes projets. Ce sont eux qui ont besoin d'utiliser les environnements cloud pour déployer leurs projets, pour des besoins de modernisation, pour des besoins d'industrie 4.0 ou d'IoT. Les équipes projets vont être les moteurs de ces transformations-là. Généralement, selon la taille de votre organisation, ces équipes projets vont déjà avoir des équipes SSI à leur côté. Des équipes SSI seront garants des données qui seront utilisées par les projets et de la sécurisation de l'ensemble des processus. La deuxième partie prenante est le centre d'expertise cloud. Ici, c'est vraiment une brique centrale de ce modèle organisationnel. Le centre d'expertise cloud va avoir 4 rôles. Son premier rôle est déjà de définir les orientations de sécurité et les PSSI cloud en lien avec les RSSI Group, donc la phase 1 et 2 du modèle de déploiement qu'on vient de vous présenter. Le deuxième objectif du centre d'expertise cloud, c'est d'établir l'ensemble des directives et moyens de sécurisation sur la landing zone, pour avoir une landing zone sécurisée. Son troisième rôle va être d'accompagner les équipes projets dans leur delivery cloud. Le cloud, c'est un nouveau mode de pensée. Ce sont des nouveaux types de déploiement d'infrastructures et il est nécessaire d'avoir des équipes expérimentées pour accompagner ces équipes projets. Enfin, le dernier rôle de ce centre d'expertise cloud est de rendre un certain nombre de services aux équipes projets. À titre d'exemple, comme service, on peut donner des dashboards de compliance qui permettent aux équipes projets d'être capables de visualiser à tout moment le niveau d'exposition et de compliance des ressources qui ont été déployées sur les projets. Donc ça, c'est des choses qu'on est capable de délivrer en temps réel et qui permettent tout de suite aux équipes projets d'avoir le niveau de sécurisation. Un deuxième exemple de service qu'on peut rendre, c'est de leur donner à tout moment des éléments pour qu'ils puissent connaître les rôles qui ont été attribués aux membres de leurs équipes sur les environnements cloud afin qu'ils puissent pratiquer des exercices tels que la revue des comptes ou la recertification. Une autre partie prenante concerne le Site Reliability Engineering que l'on peut reprendre comme l'équipe de production. Son rôle va être de déployer les environnements sécurisés et également de gérer les incidents en lien avec les équipes SOC de l'entreprise. Donc voici un petit peu un modèle organisationnel de déploiement et on va se concentrer sur une des tâches du centre d'expertise cloud qui est de déployer une landing zone sécurisée. Ce déploiement doit se faire sur plusieurs thématiques. Là-dessus, on a réuni encore une fois ce qu'on a vu chez nos différents clients et la façon dont ils organisaient leurs travaux. Les travaux étaient souvent organisés autour de 5 dimensions et 5 piliers. Un pilier de gestion des identités des accès. Ce pilier-là consiste
à définir des moyens sécurisés pour protéger les identités sur le cloud public, les identités des utilisateurs, des administrateurs et, petite nouveauté du cloud public par rapport à des SI legacy, également les identités des services et des applicatifs. Le deuxième point consiste à sécuriser l'infrastructure et les pipelines CI/CD. Donc là-dessus, on va retrouver les actions de protection de CI/CD, les actions de sécurité réseau et de durcissement. Un volet sur la protection des données. Donc un des principaux freins qu'on retrouve dans le cloud, c'est le risque de voir ces données, ces précieuses données qui fuitent suite à une faille de configuration, une erreur de configuration. Donc là-dessus, sur la data protection, ça va être un point à traiter avec attention, et on va pouvoir ici capitaliser et faire levier sur l'ensemble des capacités des cloud providers publics pour pouvoir labelliser les données et pour pouvoir mettre en place un plan de contrôle adapté au niveau de la donnée, voire réaliser des actions d'autoremédiation. On va y revenir. Enfin, on va retrouver un volet de gestion des réponses à incidents et de login et monitoring qui vont permettre de suivre à tout moment le niveau d'exposition sur la plateforme. L'ensemble de ces 5 éléments doivent être mobilisés et implémentés sur des services de sécurité. Et malheureusement, là où le cloud public ne va pas vous aider, c'est qu'on va retrouver la même complexité de sécurisation que dans la SI Legacy, c'est-à-dire que l'ensemble des axes et l'ensemble des services de sécurité classiques vont devoir eux aussi être implémentés dans un monde cloud. Donc on va retrouver une sécurisation du périmètre, donc tout ce qui est sécurité périmétrique, une protection des endpoints, une gestion de la compliance, de la gestion des incidents, une gestion de la CI/CD et des conteneurs. Donc là-dessus, on voit qu'on a beaucoup de services de sécurité à mettre en place, et pour que votre landing zone soit sécurisée, il n'y a pas de choix. Il faudra trouver des solutions de sécurité sur chacun de ces volets-là. Là-dessus, vous allez avoir 2 options qui vont s'offrir à vous. La première option, c'est d'utiliser des services natifs des providers de cloud public, que ce soit Azure, AWS, GCP, Alibaba, ou j'ai fait les principaux, mais ou d'autres cloud providers publics. Ils vont souvent vendre et proposer un certain nombre de services de sécurité. Il y a 2 raisons qui sont assez simples. La première raison, c'est déjà parce que voilà, ça permet de compléter leur offre, et la deuxième raison, c'est que ça leur permet d'avoir plus de chiffre d'affaires parce que ces services sont très souvent facturés en plus. Ce qui est bien avec ces services-là, c'est qu'ils sont à la fois rapides à déployer, qui sont directement intégrés à votre landing zone et permettent généralement d'avoir beaucoup de synergie avec d'autres services managés. Une deuxième possibilité serait d'utiliser des services legacy. Les services legacy, c'est des services que vous avez déjà déployés dans votre entreprise et que vous pouvez réutiliser pour les étendre. On peut penser par exemple à un scanner de vulnérabilité que vous auriez déjà déployé dans votre legacy et qu'il est possible d'étendre à des infrastructures cloud public. Ce qui est bien là-dessus, c'est que vous allez pouvoir capitaliser sur les outils que vous avez déjà déployés. Vous avez déjà les expertises au sein de vos équipes, et vous allez pouvoir, en les déployant, avoir une vraie centralisation de la donnée et de vos périmètres de contrôle. Dans toute cette démarche de déploiement des services de sécurité, il est important de comprendre que dans le cloud, on a 3 dimensions. On a 3 dimensions de protection. Les 3 dimensions sont à voir de façon complémentaire. Elles coexistent et sont toutes les 3 à la fois complémentaires et doivent être combinées. La première, c'est la protection du périmètre d'exécution. Ici, ça va permettre de mettre des rails de sécurité et mettre des règles de sécurité qui vont pouvoir sauvegarder et pérenniser votre plateforme. À ce titre, on va pouvoir par exemple interdire certaines actions sur les clouds publics. Si vous voulez rendre et exposer des buckets publics, avec ces actions de protection de l'exécution, ce ne sera tout simplement pas possible, quel que soit le projet dans lequel vous êtes, à partir du moment où vous utilisez l'organisation cloud public qui est protégée. Le deuxième volet, c'est la détection. Le cloud public vient apporter dans ses capacités intrinsèques des moyens d'observer en quasi temps réel le niveau de compliance de vos ressources.
Qu'est-ce que ça veut dire le niveau de compliance? Ça veut dire que vous êtes en capacité d'établir des règles de sécurité. On n'a pas le droit, par exemple, d'ouvrir ce service sur Internet. Ce service doit être chiffré. Ce type de données doivent être taguées. Et on est capable d'observer en temps réel le niveau de compliance de l'ensemble des ressources du cloud. Ça, pour les RSSI, c'est une mine d'or, car ça permet à tout moment d'avoir un niveau d'exposition des assets cloud. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut proposer aux différents projets. Également, vous avez des services de SIEM qui sont bien sûr les services legacy, mais aussi des services qui sont intégrés chez les cloud providers qui permettent d'identifier tous les événements anormaux et de remonter des alertes. Et ça aussi, ça permet de rentrer dans le système de détection. Troisième point, et ça c'est un point qui est très cher aussi aux postures de sécurité dans le monde du cloud public, c'est l'autoremédiation. En fait, l'idée ici, c'est de combiner à la fois les capacités de détection built-in dans le cloud pour détecter en temps réel les non-compliance d'objets, à des actions de remédiation qui peuvent être déclenchées par des services d'exécution de code pour auto-remédier directement à une non-conformité. Par exemple, vous avez un service qui ne devrait pas être exposé sur Internet, un administrateur l'active sur Internet, automatiquement la plateforme est capable de détecter une non-compliance et de résoudre le problème en interdisant l'accès sur Internet, l'exposition sur Internet. Donc 3 volets qui sont complémentaires. Petit spoil de la fin, mais donc on a bientôt fini. Le cloud public vient changer beaucoup de choses, vous l'avez compris, dans l'infrastructure, dans la manière de gérer la sécurité, dans les modèles opérationnels. Heureusement, il y a des choses qui ne changent pas. Et il y a des choses sur lesquelles nous, experts SSI, pouvons continuer de nous appuyer pour sécuriser nos plateformes. Et ces choses-là, c'est notamment la démarche ISP. Toute l'approche par les risques demeure inchangée. On continue de gérer les projets via une approche par les risques, en évaluant la criticité et les enjeux de sécurité à travers des critères DICT, en vérifiant le niveau de risque de nos projets et en mettant des mesures de sécurité adaptées à ces niveaux de risque. Ce qui va peut-être changer, c'est la façon dont nous allons remédier à ces risques. Alors que dans le monde legacy, généralement, on donne des préconisations aux projets pour les implémenter, dans le cloud, les équipes sécurité ont beaucoup plus de latitude pour déployer des contrôles automatisés et être capables ainsi de surveiller en temps réel si les projets ont bien respecté ces préconisations. Donc nous avons ensemble vu les grands axes de déploiement de sécurité du cloud et les bonnes pratiques que nous avons constatées chez nos clients industriels. La dernière étape concerne la conduite du changement. Et là-dessus, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle sur la conduite du changement. Moi, ça fait à peu près un peu plus de 3 ans, 4 ans que je me suis mis à travailler dans les environnements cloud public. Et je peux vous dire que ça demande de la formation. Y a pas de, voilà, quand on vient du monde du legacy, quand on a été architecte infrastructure et qu'on arrive dans le monde du cloud, il est nécessaire de se reformer. Ce sont des nouveaux standards, ce sont des nouvelles façons de réfléchir. Il y a vraiment des concepts qui sont complètement différents. J'ai la chance de travailler avec certains jeunes comme Léo qui ont commencé leur carrière dans le cloud public et je vois qu'on ne réfléchit pas toujours pareil parce que venant du legacy, c'est plus compliqué. Donc voilà, une vraie formation des équipes est nécessaire et ça, c'est aussi le rôle des experts cloud de former les équipes SSI pour les faire monter petit à petit en compétences. Deuxième sujet, c'est on a la chance aujourd'hui, nous, de travailler dans des entreprises qui sont sur le cloud public. Nous, ce qu'on peut dire, c'est voilà, la recommandation, c'est vraiment essayer de délivrer en projet un maximum d'expérience, un maximum de projets. Et c'est là vraiment qu'on apprend, parce que c'est là qu'on rencontre les problématiques, qu'on rencontre les différences entre le monde du legacy et le monde du cloud. Et du coup, voilà, quelque chose à vraiment systématiser et à prolonger. Prendre les outils en main si possible. C'est important aussi pour démystifier ce que c'est le cloud. Les Américains ont vraiment une approche hands-on. Ils proposent vraiment dans tout leur cursus de formation, très rapidement, on a des actions de mise en place des plateformes, qu'on soit à un niveau débutant, ou un petit peu avancé. Il y a vraiment cette approche chez les clouds publics de pousser à prendre en main et c'est ça qui permet aussi de comprendre à la fois comment ça marche et quels sont les outils de sécurité dans ces plateformes de cloud public.
Et enfin, ça c'est le dernier point, nous ce qu'on a vu dans différents contextes industriels, c'est que c'est dur de commencer. Les démarrages, les premiers mois sont très compliqués parce qu'il est nécessaire de commencer par toute cette combinaison d'actions. Et ça peut être intéressant d'utiliser dans les démarrages des expertises externes qui ont déjà mis en place des landing zones, qui ont déjà des modèles de déploiement, qui ont déjà des propositions d'orientation technologique, des propositions de PSSI Cloud, des propositions de modèles organisationnels ou de sécurisation de la landing zone pour vous accélérer dans les projets. Et je rends la main à Anthony pour la conclusion. Oui, merci Benjamin. Je vais essayer d'avoir le mot de la fin et de conclure sur cette démarche un peu générale qui s'applique à l'industriel pour l'avoir vécu. Facteur clé de succès, ça va être une synthèse de ce qu'on a dit précédemment, mais consensus sur les enjeux, il faut vraiment que ça s'inscrive dans une stratégie numérique et industrielle. C'est-à-dire qu'aller vers le cloud pour aller vers le cloud, ça n'a pas de sens. Y aller parce qu'on a une logique et une stratégie industrielle derrière, de modernisation. Il faut remettre le business au cœur du jeu. Deuxième point important, c'est ce qu'on a appelé les critères d'éligibilité. Il faut un bon niveau de sponsoring et il ne faut pas transiger. Il faut donner un cadre dans lequel les projets, le business va pouvoir adopter et aller vers le cloud, y compris sur des périmètres où on va retrouver des sites industriels qui peuvent vouloir avoir de l'autonomie, vouloir aller vers ce cloud de façon un peu anarchique. Non, l'idée c'est vraiment de mettre les choses sous contrôle. Troisième point, c'est partir avec un plan clair, un plan de migration très clair, que ce soit en termes de scénario de migration, on les a évoqués, mais aussi de planifier avec les sites indus, de planifier avec les équipes, parce qu'une migration, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, on ne décide pas de faire ça le lendemain, ça s'organise, on sait que les équipes sur le terrain ont des contraintes de production, et donc il faut que ça impacte le moins possible le site industriel quand on organise ces migrations. Pour pouvoir autoriser ou en tout cas s'accorder le fait d'aller dans le cloud, il faut une vraie stratégie de sécurité avec un modèle de gouvernance, parce que sans le modèle de gouvernance et sans les bonnes équipes, les bons processus, on ne sera pas en capacité de tirer parti de tout ce que peut apporter le cloud, notamment en termes d'automatisation, d'autorémédiation. Ça s'organise pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis, bien évidemment, ça a été redit juste à la fin par Benjamin, mais la formation, il faut se doter des compétences pour soutenir la démarche, mais pas que les équipes techniques. Il faut acculturer l'ensemble des populations, y compris sur les sites industriels, pour qu'ils aient une compréhension des enjeux et des concepts pour avoir leur adhésion et faire de la démarche globale de Move to Cloud Indus un véritable succès. Voilà, alors si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Merci. Bonjour, j'avais une question. On parlait de l'importance de l'ISP en mode projet. Je voulais savoir comment vous gérez la partie ISP lorsqu'on passe plutôt dans une organisation en mode produit, ce qui est le cas de plus en plus sur les applications qui sont développées dans le cloud. Alors, je peux... Alors effectivement, il y a deux angles dans le cloud. Il y a l'angle d'apporter de la sécurité pour les projets et également d'apporter de la sécurité sur les activations de services. Alors, est-ce que c'est bien sur l'activation de services, votre question? Ou c'est plus... En fait, l'ajout de nouvelles fonctionnalités sur une application, par exemple, qui est existante, etc., on ne passe pas forcément par un projet, mais il faut quand même une vérification en sécurité. Ok, donc je vais apporter une réponse. J'espère qu'elle répondra à votre point. Mais par exemple, typiquement, là, chez un client industriel qui opère sur une plateforme de cloud public, on active un certain nombre de services managés par le cloud provider. Donc il y a à peu près une quarantaine de services qui sont utilisés, qui vont de la capacité de faire de la data science à la capacité de récolter des informations satellites. D'accord ?
quelle approche on retient chez ce client-là? En fait, effectivement, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut sécuriser chacune de ces applications qui sont déployées. Et en fait, on